France Inter. It's morning edition from NPR News. MCT Sandinga House. حاليا راديو روزانا بباريس. Produce gente en la radio. Faut pas changer de radio. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour avec l'Agence française de développement. Il nous appartiendra de mieux user de notre aide au développement en retrouvant dès 2026 une trajectoire dynamique. Voilà, ça va vite, le développement dans la présentation d'un budget, ça dure 6 secondes. Au passage, nous sommes dans le chapitre consacré à l'immigration. Et quand François Bayrou dit « retrouver dès 2026 », ça veut dire peut-être beaucoup à perdre pour 2025. Bonsoir Rémi Rioux. Bonsoir Fabienne Synthèse. Vous êtes le directeur général de l'Agence française de développement. L'AFD, loi de finances oblige, donc l'aide au développement perd 2 milliards. On parle de programmes de santé, on y viendra, on parle d'aide alimentaire, de prêts. Il y a des contributions au Fonds mondial contre le sida, notamment certaines agences de l'ONU, des prêts préférentiel, mais on va expliquer tout ça. Est-ce qu'on met quand même les pieds dans le plat d'emblée ? Il faudra faire des choix. Il faudra faire d'autres choix. C'est ça que ça dit. Oui, ça pose des questions, évidemment. On parlera peut-être aussi de ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, ce monde de l'aide publique au développement, tel qu'il s'est constitué dans les années 60, en fait, il y a 50 ans, est mis en question en ce moment. Et il faut certainement le défendre et le renouveler aussi. C'est ma conviction. Alors, défendre d'abord, et on parlera de renouvellement. Est-ce qu'on peut expliquer, Rémi Rioux, à ceux qui nous écoutent, ce que c'est réellement l'aide au développement ? Les gens pensent très souvent que ce sont des cadeaux, ce sont des dons, en fait. C'est pas que ça, c'est loin d'être ça. Vous n'êtes pas des humanitaires. Vous êtes aussi un levier diplomatique. C'est aussi ça qu'on perd et qu'il faut non seulement expliquer, mais qu'il faudra peut-être remettre dans le shaker, en fait. Je dirais qu'un pays dans le monde, c'est ironique, mais c'est les Américains qui ont théorisé cela. Il a besoin de 3 capacités, ce qu'ils appellent les 3D. Il a besoin de se défendre, et le monde est devenu complexe, dangereux, on le sait. Il a besoin aussi de faire des transactions, des accords, donc ça c'est la diplomatie. Mais il a aussi besoin de se lier avec les autres, d'avoir des amis, des vrais amis dans le monde, de leur prêter attention. Et ça, je dirais, c'est le 3e D. C'est le D du développement, peut-être le plus discret, le plus modeste, mais qu'on trouve un peu partout dans le monde et qu'on trouve aussi en France depuis très longtemps. Est-ce que ça veut dire que vous êtes le lien quand la diplomatie tangue ou les liens quand il faut justement accompagner une politique diplomatique ? Est-ce qu'on peut le résumer comme ça ? Je dirais, nous, on est du côté des autres. C'est la formule d'ailleurs qu'on vient d'adopter dans la stratégie de l'AFD. Donc on est cette capacité française, bien sûr, au service de notre pays, encore une fois, d'empathie, de compréhension profonde des contextes et de lier finalement nos propres intérêts, bien sûr, avec les intérêts des autres, que nous comprenons, que nous accompagnons, et bien sûr de servir un intérêt mutuel. Quand on parle du climat, quand on parle du Covid, il faut agir ensemble. Il faut défendre ses concitoyens, mais bien sûr, il faut de la coopération internationale pour avoir un vaccin à un moment, par exemple. Vous avez parlé de contexte, Rémi Rioux. J'aimerais bien que vous nous donniez quelques exemples. Qu'est-ce que ça dit en termes de contexte quand, par exemple, on donne au Maroc, c'est beaucoup, on travaille avec le Maroc, plutôt d'ailleurs, voyez, moi aussi j'ai ce réflexe de dire donner, quand on travaille avec le Maroc, et quand on investit au Maroc, quand on le fait par exemple en 2019 pour le Rwanda, est-ce que ça veut dire derrière ? Comment ça fonctionne en fait ? Alors le Rwanda, c'est intéressant parce que, et le Maroc aussi, par certains aspects, parce que moi je suis allé en juin 2019 au Maroc. Vous savez, on n'avait pas d'ambassadeur à ce moment-là. Et on a mené avec le président Macron ce double travail, un travail d'histoire. C'est la commission de Vincent Duclerc, allant jusqu'à reconnaître finalement la responsabilité de la France d'un côté. Ça, c'était le travail sur le passé. Et puis on a travaillé sur l'avenir parce qu'on a investi dans le développement du Rwanda. On a créé du lien avec des acteurs français au Maroc entre 2019 et 2021, au moment où en mai, le président Macron est allé à Kigali, je l'accompagnais, pour se réconcilier finalement avec le Maroc, avec le Rwanda, pardon. Au Maroc, c'est un processus un peu, évidemment, moins dramatique, moins douloureux, mais un peu du même ordre qui a eu lieu. Et on a eu besoin de cette compétence, de cette capacité à investir dans la reforestation de 16 000 hectares au sud marocain. On a annoncé d'ailleurs, vous savez que je m'y rendrai bientôt, que nous irons aussi investir dans le Sahara, dans les provinces du sud. Donc oui, c'est un élément de notre lien avec le reste du monde et de processus parfois complexes de réconciliation en appui à notre diplomatie, bien sûr. Alors quand on dit justement, je reviens à ma première question, qu'il faudra désormais faire d'autres choix et peut-être même des choix qui sont drastiques, qu'est-ce que ça veut dire dans ces cas-là et sachant effectivement ce que vous faites et comment on accompagne la diplomatie, comment ils se font ces choix-là ? Comment vous vous direz désormais, là on ne peut
peut plus, là on continue à appuyer. Alors vous avez entendu le Premier ministre, effectivement cette année en 2025, moi j'étais le directeur du cabinet d'un ministre des Finances, on a ajusté d'1,5 point de PIB les finances publiques, donc de temps en temps il faut remettre nos finances publiques en ordre. C'est important pour l'AFD d'ailleurs qui est une banque, vous savez, qui émet sur les marchés financiers avec la note... ça veut dire vous comprenez ce que c'est les chiffres ? Oui, je comprends, et je remercie le gouvernement parce que dans ce travail on a protégé l'agence, on a protégé l'AFD, et donc moi mon ambition cette année en 2025, c'est comme l'année dernière en 2024, d'apporter 12 milliards d'euros de financement chaque année. Donc je dirais notre capacité d'action est inchangée. Après, on a ce double mandat. Il faut agir, financer ce que personne ne finance. Donc agir dans les pays les plus vulnérables. C'est ce qu'on appelle les pays les moins avancés. C'est plus de la moitié, 57% de ce que fait l'AFD. Et puis il faut aussi travailler ailleurs dans le monde sur notamment le changement climatique. Il faut réduire les émissions de CO2. Donc on a bien ce double mandat. Et je dirais une partie de ce mandat, notamment dans les pays émergents, on peut le faire avec le privé. On peut le faire probablement avec moins de ressources budgétaires, de telle sorte qu'on peut les concentrer sur les pays les plus pauvres, qui restent le cœur de notre mission. Alors, est-ce que ça veut dire que les plus vulnérables, malgré tout, seront désormais les moins bien servis ? Est-ce qu'on peut le dire comme ça ou pas ? Non, je pense qu'au contraire, il faut qu'on arrive à garder cet équilibre entre mettre le maximum de l'argent du contribuable dans les pays qui peinent à financer ces investissements, et puis peut-être être un peu plus économe, plus efficace, plus avec le privé dans des pays qui sont plus riches. Vous prononcez cette phrase, l'argent du contribuable. Quand on vous dit, et c'est d'ailleurs ce que vous avez entendu, vous avez été entendu dans une commission parlementaire des affaires étrangères au mois de novembre dernier, quand on vous dit tout ça c'est bien, mais enfin c'est quand même l'argent du contribuable. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Alors l'AFD c'est très simple, on reçoit chaque année 2 milliards d'euros du contribuable. On va chercher 1,5 milliard à Bruxelles ou ailleurs, et on lève 10 milliards sur les marchés. Donc c'est ça qui fait 12 à 13 milliards d'investissements par an. Donc vous voyez, majoritairement, c'est pas de l'argent du contribuable. Après, l'argent du contribuable est très précieux, précisément parce que c'est ce qui permet de faire des dons, c'est ce qui permet de réduire le taux d'intérêt des prêts, c'est ce qui permet de faire de la recherche avec les financements. Mais on est un instrument, je dirais, vraiment à optimiser, à démultiplier la générosité, la solidarité des Français, de façon, je crois, intelligente et efficace. Parce que, pardon, mais je repose ma question, parce que quand on vous enlève 2 milliards, c'est précisément parce qu'on a besoin de récupérer cet argent dans le budget. Donc c'est qu'il y en a quand même une part qui est de fait l'argent du contribuable. Et comment on peut justifier auprès des gens qui vous disent mais on a d'autres priorités, comment on justifie de dire c'est aussi une priorité ? Je crois que le climat, par exemple, c'est une priorité commune. On sait en France qu'on est la partie du monde où le réchauffement climatique est 2 fois supérieur à la moyenne mondiale. Donc réduire les émissions, qu'on le fasse en Colombie, en Indonésie, au Burkina Faso ou en France, et parfois c'est plus facile de le faire à l'étranger. Vous savez d'ailleurs que... Et c'est là que je vous emmène pour que les gens comprennent bien. Parfois, pour parler de réduction du réchauffement climatique, c'est avec des actions comme les vôtres, mais bien loin de chez nous. Une tonne de carbone dans l'atmosphère, d'où qu'elle parte sur la planète Terre, elle est toujours dans l'atmosphère et elle contribue à réchauffer l'ensemble des pays, y compris notre propre pays. Dans l'accord de Paris sur le climat, dont j'étais l'un des négociateurs, on a d'ailleurs négocié une clause intéressante qui est que quand on achète des crédits carbone dans un autre pays, en fait, vous avez le droit de le compter dans votre trajectoire de décarbonation. C'est-à-dire quand, vous savez, on doit baisser nos émissions à nous, parfois nos agriculteurs se plaignent, on pourrait avoir une trajectoire peut-être un peu plus douce, tout en ayant la même performance pour le climat, mais en investissant à l'étranger. Donc là, on créerait, vous voyez, un lien direct entre notre propre bien-être et celui de nos partenaires. Quand on vous dit, vous avez aussi entendu ça lors de cette commission-là, mais pourquoi on aide la Chine, par exemple ? À quoi ça sert, quand on est l'Agence française de développement, d'aller du côté de la Chine ? Qu'est-ce qu'on répond là aussi ? Ah oui, ce que je vous dis, c'est je crois qu'il faut se sortir de la tête la logique de l'aide, en fait. D'ailleurs, le président de la République... Il faut sortir Emmanuel la logique Macron, humanitaire, en fait. En fait, ce qui se passe aux États-Unis, par certains aspects, ce qui se passe aussi en Europe, c'est qu'on est devenu un petit peu mal à l'aise avec ces mots d'aide publique au développement. Le président de la République, il a proposé qu'on appelle ça investissement solidaire et durable. Je ne sais pas si ce sera le terme. Et vous êtes d'accord avec ça ? Sur le fond, en fait, il faudrait changer la dénomination parce que... Oui, absolument. Il faut rentrer dans une logique plutôt d'investissement. C'est ce que nous demandent d'ailleurs les pays. Moi, je voyage 3 semaines sur 4. Quand je rencontre des dirigeants dans les pays, ils me demandent, venez investir dans notre développement, dans votre intérêt
et dans le nôtre, lions ensemble nos intérêts. Et je crois que c'est ça, très profondément, que fait une banque publique de développement comme l'AFD. Et précisément, le changement de nom dit quelque chose en fait, parce que vous avez cité les États-Unis, on voit ce qui est en train de devenir USAID par exemple, qui fait pas exactement le même travail que vous, mais qui fait aussi du développement. Et on voit la manière dont Trump décide de le fermer. En gros, l'idée c'est de se dire, mais est-ce que vous nous servez à quelque chose, oui ou non? Si la réponse est non, donc on ne vous aide pas. Il doit forcément y avoir un donnant-donnant. Est-ce que cet esprit-là, ce vent mauvais-là, on vous aide si vous avez le sentiment qu'il arrive aussi chez nous, et que c'est à ça que vous allez devoir répondre désormais? Alors c'est du brutal aux États-Unis, du très brutal. On parle d'une agence qui a 10 000 salariés. Là, on lit, il pourrait y en avoir 300, 12 en Afrique. Donc, bien sûr, ça pose beaucoup de questions. En particulier, USAID était très présent sur l'humanitaire, donc les pays en crise, et puis beaucoup sur la santé mondiale aussi. C'est leurs deux grands. Donc, il va falloir. Et là, je vous interromps, pardon, mais parce que c'est aujourd'hui qu'une ONG norvégienne a annoncé le licenciement de 1700 personnes en 12 pays différents. Ils faisaient du déminage. C'est dire comme ça peut être important. Donc, est-ce qu'on en est là dans la philosophie désormais? Alors, vous remarquerez d'ailleurs que le président Trump, le jour où USAID a été fermé, il a nommé un Solomon Black, qui est le nouveau patron de USDFC. USDFC, c'est une banque publique de développement spécialisée dans le financement des entreprises dans les pays du Sud, qu'il a créé lui-même dans son premier mandat. Donc, vous voyez, oui, il y a un débat en ce moment entre une logique, je dirais, d'aide classique et une logique qui est plutôt une logique d'investissement. Il faut qu'on arrive à réconcilier ces deux mondes pour être plus ambitieux. Nous, on est où là-dedans? J'ai encore envie de citer ce que j'ai entendu dans cette fameuse commission, le RN en France, qui dit qu'il faut réduire les aides des pays qui refusent de coopérer, par exemple, sur le contrôle des flux migratoires. Alors nous, on est là aussi, c'est un il faut qu'on soit ferme et confiant. Encore une fois, les ordres de grandeur, je crois qu'il faut se les mettre en tête. Dans la défense, les États-Unis d'Amérique, c'est 3 fois l'Europe. 40% des dépenses, 13% pour l'Europe. C'est exactement l'inverse dans le monde du financement du développement. L'Europe, les États-Unis, c'est 60 milliards, donc c'est important s'ils ne sont plus là, évidemment, mais l'Europe, c'est 150. En fait, l'Europe, avec le Royaume-Uni et la Norvège, c'est 3 fois les États-Unis d'Amérique. Donc, je crois que l'Europe, l'Union européenne, on aura bientôt le futur budget européen, un Conseil européen au mois de juin. Il faut réfléchir à... C'est pas la Chine, je crois, qui va prendre la place des États-Unis. La question, elle est posée à Bruxelles et à chacun des États membres. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire grandir? Est-ce qu'on veut occuper cet espace, peut-être laissé vacant par les États-Unis? La place qu'est la France aujourd'hui dans l'aide au développement, par exemple, alors par rapport aux États-Unis, effectivement, on est d'accord, il faut garder les proportions, rien à voir. C'est 25%, voilà. C'est 15 milliards d'euros, l'aide au développement française. Donc on va la baisser de 2, donc une baisse de 15%. C'est significatif, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Les États-Unis, c'est 65 milliards. On est d'accord qu'on ne compensera jamais, effectivement, ce qui est la perte des États-Unis. Est-ce que nous, notre rôle aussi, c'est d'aller regarder sur ce que les États-Unis ne financent plus, qu'il faut que nous regardions, parce que si nous ne le faisons pas, les conséquences sanitaires, les conséquences sécuritaires, les conséquences en termes de guerre risquent d'être importantes. Donc, est-ce que notre regard va aussi vers ce que les États-Unis laissent? Oui, et il va falloir que, vous avez parlé de la Chine, donc en Chine, évidemment, on ne fait pas de l'aide. Je pense que je rentre pas dans le détail, mais on investit et pour le climat et la biodiversité exclusivement, et on le fait sans argent du contribuable, je le précise. Il va falloir que les autres pays du monde, effectivement, se dialoguent. On a vu aujourd'hui le sommet sur l'intelligence artificielle, notre capacité de convocation, quand même, ici à Paris, et le faire avec confiance, encore une fois, parce que la France, c'est 25% des États-Unis. C'est pas notre part dans le PIB, si on compare les deux pays, donc on part d'une position, je crois, de force. Il y a les États-Unis, donc vous le disiez, il y a donc nous, on est encore une fois dans une situation qui est bien différente. Est-ce que vous avez le sentiment que cette nécessité de repenser l'aide au développement, de recommencer à imaginer comment on va le faire, c'est quelque chose que nous devons tous faire parce qu'on est tous confrontés aux mêmes choses? Alors on organise à cette baisse-là du 26 au 28 février, on va organiser au Cap, en Afrique du Sud, un événement, moi, qui ne cesse de m'émerveiller. On rassemble l'ensemble des banques publiques de développement qui existent dans le monde, depuis la Banque mondiale jusqu'à notre vénérable Caisse des dépôts et consignations en France, là où s'est accumulé
le développement de la France. Et en vérité, il y en a 530 dans le monde, des banques publiques de développement. C'est la DBSA d'Afrique du Sud qui nous accueille. Ça fait 2500 milliards de dollars d'investissement chaque année. Donc on est très très loin des 200 milliards de l'aide publique au développement. Et je crois que c'est dans ce monde, voilà, d'acteurs concrets, engagés, financiers, que va émerger, il y aura une grande conférence à Séville d'ailleurs des Nations Unies au mois de juin, ce nouveau cadre. Encore une fois, je respecte le public au développement, mais qui serait adapté à la géopolitique et à la taille finalement des enjeux comme le climat auquel nous faisons face. Je vais y mettre des guillemets, mais est-ce qu'au fond, pour repenser l'aide au développement et la rendre plus efficace, on a presque envie de remercier Trump parce qu'il nous oblige à remettre les choses dans le shaker, après tout. Encore une fois, il y a des guillemets, mais débrouillons-nous différemment. La vérité, c'est que, vous savez, il y a eu en 2015 l'accord de Paris, les objectifs de développement durable. On n'a jamais mis en cohérence le cadre financier, les instruments, notre réflexion. Et par certains aspects, vous avez raison, ce choc qui nous vient des États-Unis nous oblige probablement à accélérer dans la structuration et le récit aussi qui va avec, qui n'est plus un récit exactement d'aide, je pense, mais encore une fois d'investissement solidaire. Et donc de retrouver vos 2 milliards en 2026, j'espère bien. Voilà. J'y travaille. On a compris que c'était un peu le but du jeu. Rémi Rioux, je vous remercie beaucoup de votre passage chez nous. Merci. La suite ce soir, c'est le reportage d'un jour dans le monde. Ça se passe en Allemagne, à moins de 2 semaines des élections législatives. Un pays secoué par le rapprochement entre la droite traditionnelle et l'extrême droite. Pour aller jusqu'à 19h, Céline Aslo sous les radars. On ira au Sri Lanka où un singe est parvenu à causer une gigantesque panne d'électricité, ce qui suscite la polémique sur l'état des infrastructures. Le monde à 18h50. Franck Matvon, bonsoir Franck. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Semaine clé pour l'Ukraine et pour les Européens face à Poutine et Trump. Et Caroline au pays des 27 avec Caroline Gillet. Salut Caroline. Salut, chronique grand écart. Vous savez faire le grand écart ? Mais absolument. Entre le sommet de l'IA sous la verrière du Grand Palais et une contre-soirée militante dans l'Est de Paris. Le tout raconté par Claire Fernandez. Elle défend la société civile dans les discussions auprès de l'UE à Bruxelles. Allez, à tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète continue. Il passe par Londres avec Green Tea Peng, chanteuse autoproclamée Airbnb psychédélique. Figurez-vous, de Airbnb psychédélique en bonne place dans la playlist d'Inter. Le titre, c'est One Foot. One foot front and back again. Don't tell me it'll be like this until the end. I'm learning to serve my friend. These treacherous oceans, I'm fucking exhausted. Messed up, distorted. My shit ain't sorted. I pray to the Lord, yes. Is it too late for me? Oh, is it too late for me? You deserted me. Oh, is it too late for me? It's too late for me. I'm 1 foot front and back again. That's just the comedy's ends. Peace be a crazy notion. Someone sell me the potion or lotion. It's a tragedy out of Babylon. And we can't all make the first round. Nevertheless, we are homebound. Back to the father, yeah, original sound. Is it too late for me? Oh, is it too late for me? Have you deserted me? Oh, is it too late for me? It's too late for me. Is it too late for me? I'm on foot front and back again. It's too late for me. I'm on foot front and back again. Have you deserted me? I'm on foot front and back again. It's too late for me. It's too late for me. Is it too late for me? Have you deserted me? Le reportage d'un jour dans le monde est en Allemagne ce soir, où aujourd'hui se tient la dernière séance plénière du Bundestag avant les élections législatives la semaine prochaine, ou quasiment, et elle est symbolique parce que
après. Vous savez que la CDU, la droite traditionnelle, et l'AfD, le parti d'extrême droite, ont voté une motion commune sur l'immigration. C'était il y a presque 2 semaines, qui a poussé dans la rue 200 000 personnes à Berlin ou à Munich. Tabou brisé, rupture du cordon sanitaire, coopération avec les nazis. Voilà le genre de réaction indignée qu'on a pu entendre. Parce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un accord tacite entre les partis dits traditionnels excluait toute alliance avec l'extrême droite. Comment toute la politique allemande est désormais affectée par cette alliance? Quel impact pour les élections? Nous sommes dans le Bade-Württemberg, au sud-ouest de l'Allemagne, dans une circonscription de la CDU. Et le reste, c'est Sébastien Baer qui raconte. À l'heure de la sortie des bureaux, la rencontre avec les électeurs a lieu devant le supermarché d'Aspar, 8000 habitants, à une trentaine de kilomètres de Stuttgart. Inge Gressle, 63 ans, bonnet et écharpe turquoise, les couleurs de la CDU, est en campagne pour un second mandat. Moi j'adore parce que c'est toujours important d'offrir des occasions de parler. Les gens, ils viennent avec leurs soucis, avec leurs demandes, avec leurs critiques. Il est question cet après-midi-là des difficultés de l'industrie automobile très présente dans la région, du changement climatique, des retraites et de l'immigration. Après le vote commun des députés de la droite et de l'extrême droite, le retour d'Inge Gressle dans sa circonscription a été un peu houleux. Moi j'ai été insultée comme nazi, voilà, merci pour ça. Là il y avait des manifs. Ici aussi, je crois qu'ils ont même voulu venir devant mon office. J'étais pas vraiment impressionnée. Depuis, la tension est retombée. Mais Catherine, une éducatrice de 37 ans, électrice depuis toujours du Parti conservateur, ne digère pas le rapprochement avec l'extrême droite. Elle reproche au chef de la CDU d'avoir trahi les électeurs. Ça m'a choquée quand j'ai entendu ça. Ils ont franchi la ligne jaune et c'est très grave. Surtout qu'il y a 2 ou 3 semaines, M. Merz a déclaré que jamais il ne voterait avec l'AfD et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Pour moi, il ne peut pas être chancelier et je ne peux pas voter pour lui. Et pour la première fois cette année, je vais voter pour la gauche, ce que je n'aurais pas cru. L'épisode n'a finalement eu guère d'influence dans les sondages. Le Parti conservateur reste solidement en tête devant l'extrême droite et le Parti social-démocrate d'Olaf Scholz. Selon une récente enquête, 2 sympathisants de la CDU sur 3 soutiennent la démarche de Friedrich Merz, parmi eux Ursula, éditeur. Je ne suis pas proche de l'AfD, bien au contraire. Mais l'AfD est un parti démocratiquement élu au Bundestag, tout comme les Verts, le SPD et la CDU. Et si la CDU partage certains points de son programme avec l'AfD, c'est la démocratie. Je vais vous dire la vérité, je n'ose plus sortir en ville la nuit. Ici aussi, même dans une petite ville, des gens se font agresser ou insulter. Il faut régler ce problème d'immigration. J'ai l'impression que les politiques font trop peu de choses ou alors trop tard. Il y a plein de choses horribles qui se passent partout. Cela fait longtemps que les coupables auraient dû être expulsés. Dans cette 269e circonscription, le parti d'extrême droite a obtenu 12% des suffrages aux législatives de 2021. Cette fois, son candidat, Ruben Rupp, espère doubler le score de l'AfD. Le jeune homme de 34 ans se réjouit du vote de la motion qui durcit la politique migratoire, mais il dénonce une manœuvre politicienne de la droite. Bien sûr, c'est historique, car jamais il n'y avait eu de majorité avec les conservateurs et l'AfD. Et pour nous, c'est un pas dans la bonne direction. Le problème, c'est que ce rapprochement en pleine campagne électorale est une tactique pour récupérer les voix de nos électeurs. Les conservateurs ne sont pas sincères. Ils ont qualifié l'AfD d'ennemi de la démocratie. Et ils vont maintenir le cordon sanitaire. Malgré les critiques, Inge Gressle ne regrette pas d'avoir voté en faveur de la motion de Friedrich Merz. Pour la députée conservatrice, ce vote commun n'est pas le signe d'un rapprochement avec l'extrême droite. Je ne veux pas voter avec l'AfD, non, pas du tout. C'est un parti qui est contre l'Union européenne, qui est contre l'euro, qui est contre les relations internationales, qui est pour Poutine, qui est contre l'Ukraine. Politiquement, on n'a rien en commun, vraiment rien. Ça ne va pas ensemble, la CDU et l'AfD, au contraire. Depuis la polémique et le vote commun droite-extrême droite, l'immigration s'est hissée en tête des thèmes de cette campagne, juste devant l'économie et la question climatique. Sébastien Baer pour le reportage. Sébastien, merci beaucoup. L'actualité internationale, quand elle passe sous les radars, est rattrapée au vol par Céline Aslo. Et c'est d'abord en Australie, Céline, que nous sonne. Le gouvernement propose d'évacuer des îles menacées par la montée des eaux. Oui, des plages de rêve bordées de cocotiers, des récifs coralliens qui attirent les plongeurs du monde entier. Bienvenue sur les îles Coco qui sont situées dans l'océan Indien et qui dépendent de l'Australie depuis les années 50. Sauf que le problème de cet endroit paradisiaque, c'est qu'il culmine à seulement 5 mètres d'altitude et que l'eau monte inexorablement d'ici 2060.
2070, le niveau de la mer devrait augmenter de 40 cm, selon un rapport officiel. Alors le gouvernement australien réfléchit à une mesure radicale, évacuer purement et simplement l'une des îles les plus menacées, car la protéger coûterait trop cher. Les 600 habitants sont donc invités à venir s'installer sur le continent australien, à 3000 km de là. Alors ça suscite l'indignation des habitants concernés qui demandent au gouvernement de les aider à maintenir leur lieu de vie et leur culture, et qui rappellent que l'Australie est aujourd'hui l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre au monde. Direction le Sri Lanka, où un singe provoque le chaos dans tout le pays. Une toute petite bestiole qui semble très inoffensive, mettons, tout le monde parle au Sri Lanka, car ce macaque à toque, c'est son espèce, s'est introduit dans une centrale électrique du sud du pays, provoquant une panne d'électricité géante qui a affecté dimanche des millions d'habitants, les privant notamment de ventilateurs et d'air conditionné, alors que la température dépassait les 30 degrés. Alors il n'y a qu'au Sri Lanka qu'on peut voir ça, se moque un habitant sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que l'histoire tourne au scandale national, car cet incident montre les lacunes en termes de sécurité et la vétusté des infrastructures, sans oublier un autre problème, la destruction des forêts, prive les macaques de leur habitat naturel et les incite à se rapprocher des villes à la recherche de nourriture, mais aussi peut-être de fils électriques à grignoter. Et puis nous sommes au Japon où le ministère des Finances a dû présenter ses excuses. Nous sommes désolés d'avoir ébranlé la confiance du public à notre égard. Voilà ce que dit un communiqué très officiel publié aujourd'hui après la mésaventure vécue la semaine dernière par l'un de ses fonctionnaires et révélée par la NHK, le groupe japonais de radio et de télévision. Alors, il s'agit d'un agent du bureau des douanes qui rentrait chez lui à Yokohama après une journée visiblement difficile puisqu'il a décidé de se détendre en allant boire un petit verre ou deux, sauf que ça s'est transformé en 9 pintes de bière au cours de la soirée. Alors jusque-là, rien d'interdit. Sauf qu'aux alentours de 23h, il s'est rendu compte qu'il avait égaré son cartable contenant les dossiers de 187 personnes surveillées par les autorités, dont les noms, et oui, c'est ballot, dont les noms et les adresses de plusieurs trafiquants de drogue présumés. Alors le ministère des Finances a beau dire qu'il n'y a pas eu de conséquences négatives, que le fonctionnaire adepte des apéros à rallonge serait sanctionné, ça fait quand même une bien mauvaise publicité. Et cette histoire est d'ailleurs l'article le plus lu aujourd'hui sur le site de la NHK. Voilà. Allez, merci beaucoup Céline Asselot, vous reviendrez demain. Vous partez en passant par le Mexique avec le Mexican Institute of Sound, le projet d'un DJ qui est basé à Mexico. Il s'appelle Camilo Lara, il est apparu, figurez-vous, dans la BO du jeu GTA 5. Il paraît qu'on attend GTA 6. C'est Thomas Langlin, le réalisateur du 18-20, qui me pousse à dire ça, qui me force même. La chanson s'appelle Mexico, tiens. Eso es el Chapo, tus hijos ya son sicarios. Muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo. Que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México, México.
Mexican Institute of Sound, Mexico sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h50, c'est Franck Manfon. How dare you? Fabienne Synthèse. Le 18-20. Franck, une semaine importante pour l'Ukraine, plusieurs rendez-vous diplomatiques au programme dans les jours à venir. Ce soir, vous nous dites pourquoi l'Ukraine a besoin de l'Europe pour négocier face à Poutine et à Trump. Le vent a tourné cet automne en Ukraine et l'idée que le temps des négociations est venu s'est installée. Mais jusqu'ici, la diplomatie reste assez passive dans l'attente, sans doute, des propositions de la nouvelle administration américaine. Et bien la voilà justement qui entre en action. Vendredi, le vice-président J.D. Vance et le chef de la diplomatie Marco Rubio se rendront à la conférence sur la sécurité de Munich pour y rencontrer le président ukrainien Zelensky, et 3 autres responsables américains seront en Europe dans les jours à venir. Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, aux côtés de ses homologues de l'OTAN à Bruxelles, et le secrétaire au Trésor Scott Bessent, puis l'émissaire sur l'Ukraine Keith Kellogg, attendus tous les deux à Kiev. Et la Maison-Blanche annonce un plan de paix ? Un plan de paix dont on peut dessiner les contours à partir des déclarations récentes de Trump et de ses proches. Les États-Unis demanderont sans doute un gel du front, ce qui suppose la perte par l'Ukraine d'environ 20% de son territoire. Trump a même suggéré hier sur Fox News que l'Ukraine pourrait devenir russe un jour. Il souhaite aussi obtenir un accès aux minerais ukrainiens, terres rares, lithium, graphite. L'Américain réclame l'équivalent de 500 milliards de dollars en échange de l'aide de son pays. Les États-Unis ne soutiendront pas vraisemblablement l'adhésion de Kiev à l'OTAN. Ils demandent aux Européens de dépenser plus pour leur sécurité, en clair de faire le boulot à leur place, mais promettent quand même des sanctions contre la Russie si Poutine refuse de négocier. En tout cas, dans l'ensemble, ces conditions, Franck, sont peu favorables à l'Ukraine. Et pourtant, Fabienne, depuis l'élection de Trump, les Ukrainiens ne cessent de vanter les mérites de la nouvelle administration américaine. Ils veulent se montrer disponibles pour négocier, contrairement à un Poutine dont l'arrogance et l'inflexibilité pourraient agacer la Maison-Blanche, c'est leur calcul. Pour le moment, cette stratégie donne en effet peu de résultats. L'Ukraine sait qu'elle devra faire des concessions, mais elle a besoin de garanties de sécurité pour son avenir. Et c'est là que les Européens doivent jouer leur rôle, ne surtout pas laisser Poutine et Trump dans un face-à-face. C'est exactement ce que souhaite le président russe. C'est peut-être même le seul moyen de l'amener à la table des négociations, mais l'Europe doit avoir son mot à dire. Et alors, quelle peut être la position des Européens ? Mais il faut d'abord se mettre d'accord. C'est l'objectif d'un mini-sommet demain à Paris avec l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. On notera que les États-Unis ne sont pas conviés. Pourquoi pas des troupes au sol ? Jusqu'à 200 000, a même suggéré Zelensky. Un objectif sans doute beaucoup trop ambitieux, mais un déploiement de soldats européens en Ukraine, évoqué un temps par le seul Emmanuel Macron, est une hypothèse aujourd'hui sérieusement examinée. Même le favori pour la chancellerie allemande, Friedrich Merz, n'y est pas hostile après un cessez-le-feu, dit-il. Ce sera plus dur en revanche de convaincre la Pologne. À minima, les Européens doivent s'entendre sur les moyens d'aider l'Ukraine sans le soutien des États-Unis et en résistant aux pressions commerciales de Trump. Une autre histoire. Dans ce dossier, l'Europe doit rester unie. Sa crédibilité est en jeu. L'Ukraine en dépend. Sinon, Trump et Poutine se partageront sa dépouille. Franck Madvon, merci beaucoup. On se retrouve demain, Franck. Le mardi, Un jour dans le monde, Caroline Gillet regarde l'Europe bouger. Mais il faut frapper avant d'entrer. France Inter, le 18-20. Caroline, au pays des 27. Caroline, pour une fois, vous êtes restée à Paris, pas de Strasbourg, pas de Bruxelles. Vous nous permettez de replonger un peu dans la discussion sur l'intelligence artificielle qu'on a eue très longuement hier. Et avec vous, on va retrouver Claire Fernandez. Elle est directrice exécutive de l'EDRI, un organisme qui représente la société civile auprès des institutions européennes. Oui, vous l'avez peut-être croisée hier soir au Grand Palais lors de votre émission spéciale. Une petite brune ? Oui, c'est ça, une petite brune avec des cheveux bouclés. Oui, tout à fait. Elle était venue spécialement de Bruxelles le matin même. Et voilà ce qu'elle m'a envoyé en arrivant. On est au-dessous de la superbe verrière du Grand Palais. Il n'y a pas énormément de monde pour l'instant. Je vois pas mal de stands, de passer celui du bureau AI de la Commission européenne, donc ils sont aussi représentés ici. Mais sinon, j'avoue que c'est pas mal de stands de business. Première discussion, c'est sur le rôle de l'IA dans l'emploi. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi ouvert sur le fait que l'IA devrait être partout, sur toutes nos machines, sur nos téléphones, sur nos frigos, sur nos voitures, dans nos écoles. Claire a gentiment pris pour moi une photo du stand de la Commission. Vous pouvez la voir sur la page de la chronique.
Oui, on a une page sur laquelle je mets chaque semaine des photos joliment cadrées. Pendant ce temps, Claire est toujours coincée dans le Grand Palais. On est en train d'entendre un panel qui nous dit que l'IA est le problème pour l'environnement et la consommation d'électricité et que du coup la solution c'est plus d'IA. Je pense qu'on peut le dire, Claire n'est pas convaincue. Donc voilà, on attend Macron et tout le monde a faim parce qu'ils servent que des mini sandwichs. Claire a enregistré des petits bouts de discours. Hop, voilà celui d'Emmanuel Macron. Et puis c'est l'heure pour Claire de rejoindre à l'autre bout de Paris tous ceux qui n'ont pas pu rentrer dans le Grand Palais et où ont choisi de ne pas y aller pour organiser un contre-sommet. Et l'avantage des contre-sommets avec des militants fauchés, c'est qu'ils se réunissent dans mon quartier. Je suis donc partie hier soir avec mon enregistreur sur un Véli. Mauvaise idée. Rejoindre non pas la Défense, non pas à Bruxelles, ça va pas la tête, mais le quartier de Ménilmontant, tout en vous écoutant en direct, Fabienne. Donc l'idée c'est aussi d'ouvrir d'autres espaces de discussion. Quand tu essaies de te poser une question sur si je voulais vraiment avoir un peu une approche critique à l'IA qui m'est imposée, c'est assez difficile en fait. Et beaucoup de gens se sentent dépassés, donc tu l'acceptes en fait. Voilà, peut-être qu'il y a certaines applications qui pourraient être utiles pour de la gestion de données, mais ce que les gens ne voient pas, c'est par ailleurs de combien de données ces systèmes ont besoin pour fonctionner, de combien d'énergie, quels sont les risques, quelles sont les conséquences sur les gens. Donc, pour l'instant, c'est clair que les opportunités qui nous sont présentées, je pense que c'est plus des opportunités pour le business et pour les intérêts commerciaux que pour la société. Le rendez-vous est fixé dans un bar dit Résistant. Il y a des affiches de la commune et pour la défense des sans-papiers un peu partout. La bière est pas chère, mais c'est bruyant. Je demande à Claire si elle peut sortir 5 minutes pour répondre à quelques questions. Je lui propose de nous faire un petit récap de ce que les institutions européennes ont déjà fait sur l'IA. Surtout la dernière commission était assez fière de sa régulation sur les technologies, notamment le règlement IA, qui n'est pas parfait, mais c'était un début. Sauf qu'en fait, là, il y a une sorte de retour en arrière de cette commission actuelle sur le fait que non, mais attendez, on va simplifier tout ça pour rassurer l'industrie, en fait. Faire que vraiment, ils annulent en fait des parties de la régulation comme ils ont fait sur une partie des réglementations du Green Deal. Donc voilà, ça c'est la crainte. Je demande à Claire quels acquis de cette réglementation elle voudrait défendre absolument. Des articles qui disent quand même, noir sur blanc, qu'il y a certaines applications de l'IA qui sont interdites. Donc c'est tout ce qui est les scores sociaux, tout ce qui est... comme en Chine. Voilà, comme en Chine. Tout ce qui est l'utilisation par la police des algorithmes prédictifs. Certaines applications de la reconnaissance faciale ou de la reconnaissance des émotions, de la biométrie, etc. De pouvoir avoir un droit de recours si on a été soumis à une décision qui a été faite par l'IA, etc. Et toutes ces réglementations-là, toutes ces propositions, elles nuisent à l'industrie ? Il y a la crainte que ça fasse beaucoup de paperasse et de bureaucratie. Il y a aussi la crainte que ça soit un poids trop important pour les petites et moyennes entreprises. Mais en fait, on sait que c'est pas celles qui sont le plus sujettes à ce genre d'obligations. Ce qu'on entend aussi, c'est que il faut quand même un cadre juridique clair et des protections claires pour que les utilisateurs, les consommateurs, les gens puissent avoir confiance. Donc en fait, c'est plutôt bon pour l'innovation d'avoir un cadre juridique clair. C'est pas vraiment en fait ça la raison du manque d'innovation en Europe, mais on a bien vu là les positionnements de Meta, de Musk qui attaquent la réglementation européenne, clairement. Donc on voit vraiment que c'est eux qui sont aussi derrière ce genre de lobby. Et donc dans ce bar, il y a les résistants. Oui, une partie des résistants. Il n'y a pas tout le monde, il y en a d'autres qui essaient de résister de l'intérieur. Bruxelles est la somme des pays européens, donc il faut aussi agir au niveau national pour pouvoir changer la position à Bruxelles. Vous aviez pu manger, vous, des sandwichs au Grand Palais? Ouais. Mais c'est vrai qu'ils étaient tout petits. On va continuer à suivre Claire et ce dossier la prochaine fois, et aussi avec un témoignage, j'espère, d'un ou une fonctionnaire qui est dans les institutions. Allez, Caroline Gillet, on se retrouve mardi prochain.